doute pas que vous avez plein de questions à poser. Ouais, non, mais là, ça dit, moi, c'est une culture, en fait, Bonjour, je voulais savoir si vous avez des éléments statistiques entre les naissances par rapport à l'origine des structures familiales. C'est-à-dire où naissent et les enfants que l'on comptabilise parmi la démographie la plus importante. D'où viennent-ils? De quelle famille? Parce que j'ai essayé de trouver des statistiques et je n'en ai pas trouvé. Bah, je ne suis pas sûr de comprendre votre question, mais il y a une analyse de la fécondité dans le bouquin. Et je veux dire, le domaine de la fécondité, j'oublie d'en parler, mais c'est finalement la meilleure preuve de ce phénomène de divergence persistante entre régions. Puisque la fécondité des diverses régions françaises, nous, on ne peut situer les naissances que par rapport au lieu, hein. Je veux dire, pas autre chose. Et donc, il y a des zones de très basse fécondité en France, il y a des zones de haute fécondité. La fécondité est très diverse en Europe. En Europe aussi, la divergence de fécondité est la preuve de ce que ça ne converge pas. C'est que la France est à 2 enfants par femme, l'Allemagne à 1,4, c'est énorme en fait. Je veux dire, ça veut dire qu'une population se perpétue et que l'autre a besoin d'immigration à un niveau élevé pour se reproduire, vieillir à toute vitesse. Ça donne 2 mondes différents. Hein. Mais à l'intérieur de la France, vous avez des écarts de fécondité qui sont aussi importants, un peu plus élevés. Vous allez aller de 1,6 à 2,2. Et par exemple, vous allez avoir le sud-ouest, traditionnellement une région de très basse fécondité, comme par ailleurs, d'ailleurs, on retombe sur des structures familiales de type allemand. Je sais que les gens du sud-ouest ne se perçoivent pas comme essentiellement germaniques, mais les interactions familiales importantes du sud-ouest, et finalement, on va retrouver dans la dynamique de la région toulousaine, une fois qu'elle a bénéficié d'Airbus, etc., le même genre de dynamique que dans certaines régions d'Allemagne. Mais vous allez avoir, à l'opposé, dans la région où la famille est la plus nucléaire, la plus individualiste, les interactions par enfant sont les plus faibles, de l'ouest intérieur français, les régions du Maine, de l'Anjou, etc., vous allez avoir des fécondités égales ou supérieures à 2,2 et très élevées. On peut comprendre pourquoi, c'est-à-dire que région hypernucléaire, c'est-à-dire que la seule chose qui existe, c'est le couple seul. Et la seule chose qui, je ne voudrais pas avoir l'air finaliste, mais la seule chose qui justifie l'existence du couple, c'est la production d'enfants. Donc vous avez, je veux dire, la famille nucléaire traditionnelle, semble plus rare, et toute la France du Nord nucléaire a des fécondités supérieures. Vous voyez. Donc on peut voir ce genre de choses, et mais encore une fois, on n'est pas sur des individus, on est sur des comportements de famille dans des lieux, c'est des cultures locales. Mais si vous voulez, par exemple, il y a une compétition pour la haute fécondité. Il y a une compétition, alors c'est vrai que les immigrés arrivent avec des fécondités supérieures qui baissent. La contribution globale à la fécondité française n'est pas massive. La très bonne fécondité de la France, c'est la population française. Et en particulier, le fait que l'une des curiosités du système national, c'est que les femmes des classes moyennes font des enfants en France. On peut travailler, en France, on peut être, je parlais du féminisme de la France, en France, certes, les hommes sont avantagés professionnellement, nous avons moins accouché, c'est une évidence biologique, mais en France, en gros, une femme peut avoir, qui a fait des études supérieures, peut avoir une carrière intéressante et avoir des enfants. Ce qui n'est pas le cas en Allemagne, ce qui n'est pas, je dirais, le cas au Japon. Je ne sais plus ce que je disais, je pense que Non, mais vous avez répondu à ma question dans la deuxième partie, dans la mesure où il faut tordre le cou aussi à une idée reçue, c'est-à-dire que ce ne sont que des familles, par exemple maghrébines, qui ont 7 enfants, alors qu'on n'a plus de famille française. La compétition, voilà, je sais où j'allais, je savais qu'il manquait, je m'étais perdu. C'est-à-dire qu'il y a 2 départements qui sont en compétition pour la fécondité française. Bon, il y a la Seine-Saint-Denis, c'est normal, vous êtes en Seine-Saint-Denis, vous êtes au cœur de la totalité du monde, hein, il n'y a pas de problème, mais je crois qu'il y a aussi la Mayenne. Alors je crois que la Seine-Saint-Denis vient de dépasser la Mayenne. Hein. Je ne sais pas si je me trompe, on fait la carte, c'est... oui, ça doit être la Mayenne, non? Oui, c'est ça. C'est la Mayenne ou un département à côté. Et donc, la Mayenne, honnêtement,
l'immigration en Mayenne, elle n'est pas très visible. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez parlé du département. J'ai eu l'impression que vous étiez assez fanat des départements. Il y a eu des débats extraordinairement compliqués pour restructurer l'intérieur même des départements. Moi, je me suis demandé s'il ne pouvait pas y avoir une revalorisation du rôle économique des cantons, parce que les cantons ont été finalement considérés comme quantité négligeable, et je pense qu'ils avaient une valeur géographique intéressante. Non, honnêtement, je n'ai pas d'avis sur les cantons. Quand je parlais des départements, c'était pour tout ce qui est comme important aujourd'hui, dans un contexte actuel et moderne, dans le contexte de la globalisation, c'était, je pensais plutôt en termes d'encadrement social des individus. Service public d'encadrement. Pour les phénomènes économiques qui se passent, c'est vrai. Alors, actuellement, ce qui se passe, c'est plutôt la destruction des tissus industriels. Et si on pense en termes de restructuration ou de renaissance aidée par l'État d'un certain type de système industriel qui permettent d'équilibrer les comptes extérieurs, là, je ne pense pas à l'échelle du département, mais je ne pense même pas à l'échelle de la région. Là, je pense national, je pense projets nationaux, et où il s'agit de tout le territoire. Mais le canton, vraiment, je ne suis pas compétent. Nous avons un certain nombre d'étudiants et de lycéens dans la salle qui ont aussi le droit de s'exprimer et de prendre la parole. J'ai été étudiant à un moment donné. Par rapport à la construction de territoire, la question, je la trouvais intéressante de construire des territoires sur le modèle des structures familiales, même si c'est pas... comment placer le curseur entre des territoires construits sur un phénomène de reconnaissance ou de solidarité et l'efficacité que cela peut engendrer en termes économiques ou de bien-être. Et est-ce qu'une efficacité qui serait basée sur cette solidarité au niveau local est contre-productive au niveau de l'État? Je ne vais pas y arriver à vous. C'est rare que j'arrive pas à répondre à votre question, mais là je pense que je ne vais pas y arriver. C'est... vous êtes à un niveau programmatique trop précis pour moi. Je n'ai pas de... je pense pas comme ça. Je sais pas comment... Vous voyez, je préfère dire que vous m'avez eu plutôt que de répondre n'importe quoi. Bien. Alors, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner avec notre deuxième partie sur les questions démographiques et économiques qu'on a commencé à entamer. Alors, vous évoquez le miracle démographique français, l'optimisme des démographes et l'optimisme inconscient de la société française, qui est une société qui est démographiquement dynamique, pas seulement en raison des apports en termes d'immigration, mais on a un taux de natalité qui est bon en France. Quels sont les phénomènes qui peuvent permettre d'expliquer de manière positive ou de manière négative ce taux de natalité qui est... Alors, il y a peut-être des structures comment dire, qui sont installées. On parle de la politique familiale de la France, on parle de la politique de la crèche, on parle des allocations familiales. Bon, ça fait partie des choses qui sont évoquées. C'est extrêmement simple. C'est à la fois la culture et l'État. C'est là qu'on voit que l'État n'est pas ce qu'on croit. C'est-à-dire que pour les démographes, il ne faut aucun doute que ce qui permet, pour les démographes et pour les gens qui ont eu des enfants d'ailleurs, c'est une évidence, c'est les crèches. C'est les crèches et la gratuité de l'enseignement, y compris ce qui reste de gratuité de l'enseignement supérieur. Alors, on va dire, dans ce cas-là, on va dire, ah, mais ça n'a rien à voir avec les valeurs familiales. Hein. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que l'État, là, joue dans la main des valeurs familiales. C'est-à-dire que la famille nucléaire, la famille conjugale simple,
c'est un système familial dans lequel on fait des enfants, on s'en occupe raisonnablement, bien, etc. Mais le projet, c'est de les émanciper de la famille. Et donc, culture familiale, individualiste, nucléaire, eh ben, c'est normal de mettre tôt les enfants, je dirais, dans des structures collectives, en permettant, ce qui permet à la mère de se recommencer à travailler librement, ou au père si c'était le père qui gardait les enfants. Et l'État, en fait, l'État français, dans ses conceptions en général, est un État typique de pays de famille nucléaire individualiste. Il assure les services qui permettent au système familial de continuer à fonctionner. Si vous êtes en Allemagne où les valeurs sont à l'opposé, où une mère qui n'élève pas ses enfants à la maison, etc., est considérée comme une mauvaise mère, l'État fera ce qu'il faudra pour que les structures d'accueil n'existent pas. Vous voyez, les États ne sont pas les mêmes partout, et puis on est en système démocratique, avec des niveaux d'élection, et en gros, donc en France, pour les démographes, un niveau 1, la réponse est très simple, c'est, honnêtement, j'ai eu 4 enfants, je ne vois pas comment j'aurais fait pour avoir 4 enfants s'il n'y avait pas eu de crèche, d'école, si l'éducation secondaire n'est pas gratuite. Vous voyez, en fait, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple en termes de mécanique, mais il faut voir que derrière la mécanique étatique, il y a un système de valeurs, en fait. Et que vous fabriquez ce système de crèche et d'école en Allemagne ou au Japon, tout le monde considère que c'est du fric foutu par les fenêtres parce que les structures ne sont pas utilisées. Alors nous avons un autre indicateur officiel qui permet de mesurer le niveau d'optimisme ou de pessimisme de la société, qui est le suicide. Indicateur du niveau d'anomie, de dérèglement des mœurs, de la moralité. Et alors là aussi c'est contre-intuitif par rapport aux sentiments qu'on peut avoir. Oui. Vous nous dites que finalement les taux de suicide actuellement ils sont... Et moi je ne dis rien, hein, c'est des statistiques qui Oui, disent. tout à fait. J'ai pas d'opinion personnelle. Et c'est vrai, c'est une surprise. Si on regarde le journal télévisé, tout le monde se suicide tout le temps. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de violence. Et quand on regarde les chiffres, le taux d'homicide s'est effondré dans la phase la plus récente, le taux de suicide a énormément baissé, particulièrement chez les vieux. Il y a eu une très légère hausse du taux de suicide, dans mon souvenir, chez les gens de quarantaine d'années, mais c'est des taux faibles qui montent. Alors, j'ai une hypothèse, semi-déconnante, pour dire, pour l'omniprésence du suicide comme tel journalistique. C'est que la plupart des journaux français sont au bord de la faillite. Et en vérité, je ne plaisante pas. Moi, la majorité de mes copains sont journalistes, en fait. Je suis un chercheur renégat. Et en fait, quand on se balade dans Paris, quand on déjeune avec des gens de tel ou tel hebdomadaire, je veux dire, la presse est subclaquante en France. Et donc, ils sont très fébriles et très agités. C'est un truc qu'on ne voit pas, c'est que les gens du système d'information eux-mêmes sont dans un grand état d'inquiétude. Et donc peut-être une projection sur un miroir déformant. Je ne sais pas si beaucoup de journalistes vont commencer à sauter par les fenêtres. Voilà. J'ai dit semi-déconnant, mais semi. Vers la moitié. Une fébrilité de la presse, plus que d'habitude. Alors je vous propose d'aborder maintenant les questions d'éducation, qui sont extrêmement importantes, qui prennent une place importante dans votre livre. Donc on atteint un niveau de 65% de bacheliers en France pour les classes tout bac confondu. Tout bac confondu, donc bac général, bac pro, bac technologique. Donc vous nous expliquez qu'au fur et à mesure que ces nouvelles générations remplacent de fait les anciennes, c'est le cycle de la vie, le niveau général d'éducation de la France s'élève. Peut-être qu'il atteindra 65% un jour, je ne sais pas, mais il semblerait que ce 65% soit une sorte de limite, de plafond de verre, et on entend parfois dans les certain nombre d'études internationales, plus ou moins sérieuses, qu'il y aurait un décrochage du système éducatif français. Alors, il y a plusieurs choses. Alors moi, je me cale, c'est pas le bouquin milite beaucoup pour l'idée que tous les bacs technologiques professionnels correspondent à une véritable élévation au niveau culturel. Mais
pour me faciliter le travail dans la comparaison, je me cale sur le bac général quand même. Donc ce qui s'est passé en France, c'est qu'on a eu un bond en avant entre 80 et 95, qui doit beaucoup à la volonté des populations, et beaucoup à l'arrivée au pouvoir de la gauche, d'ailleurs, qui a libéré en fait, le système éducatif, mais qu'à partir de 95, on a atteint une sorte de plafond, et on est resté, bon, ça a tout petit peu remonté encore, mais c'est comme si on avait atteint un plafond. Dans mon idée, une bonne partie du discours négatif sur le niveau intellectuel des jeunes générations vient d'une sorte de déprime. On était tellement habitué à une augmentation rapide que le simple fait d'atteindre un plafond a déprimé tout le monde. Donc, ce que vous disiez est vrai, c'est-à-dire que si le pourcentage d'une génération qui obtient le bac est de 35% est calé, il faut bien voir que si ça reste là, par simple effet de, je cherche un mot, de disparition des générations antérieures qui étaient beaucoup plus bas, le niveau moyen du pays continue d'augmenter quand même. Alors, pour moi, ça n'a pas tellement de rapport, c'est important de montrer la différence et de le dire, mais ça n'a pas tellement de rapport avec les études comparatives, parce que ce phénomène du plafond est universel. C'est-à-dire que les États-Unis ont vraiment fait la course en tête du point de vue éducatif, ils avaient quasiment une génération d'avance, mais eux, ils ont commencé à avoir des difficultés éducatives à atteindre ce genre de plafond vers 1965. Et donc, eux, ils attendent. Alors, les États-Unis, maintenant, ils atteignent le niveau où une situation où le niveau moyen de la population est assez proche de celui de chaque génération. C'est vraiment une situation absolument stationnaire. Et donc ça, mais les États-Unis, on est dans un univers comparable et proche, avec une fécondité de 2, une culture individualiste. Enfin, sur toutes ces variables, les États-Unis, c'est la France. Je ne prends pas l'Europe, mais culture familiale atlantique, peut-être. Bon, maintenant, il y a des pays où ça a été plus loin. Alors, l'Allemagne est vraiment très spéciale parce que eux, avec les systèmes technologiques, il y a eu un verrouillage de l'éducation supérieure, c'est une sorte de modèle spécifique assez inquiétant en fait, de refus de ce genre d'émancipation. Mais si on prend un pays comme le Japon, qui ressemble beaucoup à l'Allemagne par l'efficacité familiale, par la structure familiale, eux, ils atteignent des proportions d'une majorité absolue de la population qui fait des études supérieures. Et ça va se combiner avec une très basse fécondité. C'est-à-dire que si on prend une génération, on va avoir, le plafond n'a pas été atteint, il le sera, mais à un niveau beaucoup plus élevé. Mais d'un autre côté, aller au-delà de ce plafond en faisant 30% d'enfants en moins, ça revient en termes de potentiel éducatif global, de renouvellement et d'élargissement de la compétence de la société, c'est juste pas mieux nos performances. Donc le thème, c'est vrai qu'on voit réapparaître des différences de niveau en Europe, c'est vrai que des pays comme la Finlande, la Suède sont à des niveaux plus élevés, mais ça va être pareil, ça va être du protestantisme zombie. C'est-à-dire, les Français auraient tort de croire qu'il n'y a jamais eu une époque où ils étaient en tête du niveau éducatif en Europe. Les Français ont toujours été dans la bonne moyenne avec un temps de retard sur les pays protestants. Et on est en train de retrouver ce temps de retard. C'est le drame de l'Europe actuelle, c'est-à-dire que les variables culturelles, il y a la famille, il y a la religion, ça ressort, et derrière c'est, je ne sais plus, Olli Rehn, il est de quelle nationalité, le letton qui nous donne des conseils budgétaires, là. Letton, donc là on entre dans un univers protestant dur, avec hyper sérieux, hyper chiant. Et ça me fait marrer, la dernière fois que j'avais vu François Hollande, je ne le vois pas souvent, je l'ai vu 3 fois dans ma vie, à l'Élysée, le président tout frais, tout le monde disait déjà qu'il était nul à l'époque, mais pas moi, donc je n'étais pas encore aligné. Et l'un des... il venait de découvrir la différence protestante du Nord. Je me suis dit, il me disait, ah là là, les Finlandais sont encore pires que les Allemands. Donc ça existe, voilà, c'est des valeurs culturelles. Mais donc c'est vrai qu'on est en retard sur les Suédois, mais sans vouloir vous vexer, on l'a toujours été. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter.
Alors, Et par contre, on a rattrapé les Américains. est-ce qu'on peut aborder la question de la structure éducative de la société, donc, qui est sous une forme pyramidale, mais vous montrer qu'il y a un phénomène inédit dans l'histoire, parce que pendant très longtemps c'était une pyramide qui reposait sur sa base, hein, la masse des gens les moins éduqués étaient les plus nombreux et ceux qui étaient en haut de la société étaient les plus éduqués. Et phénomène historique complètement inédit, cette pyramide, elle est désormais inversée. Alors je vais faire une petite citation. À l'époque post-industrielle, une majorité d'éduqués supérieurs et moyens regardent vers le bas ceux qui sont restés bloqués au stade de l'instruction primaire, pour les oublier dans le cas des premiers ou pour craindre de leur ressembler dans celui des seconds. À la contestation succède l'indifférence ou la peur. Nous sommes ici fort près d'une explication simple du glissement du corps électoral de la gauche vers la droite. Ah, pour moi, c'est la loi sociologique fondamentale. C'est-à-dire que la démocratie fonctionnant sur un mode positif et regardant vers l'avenir, c'était quand, situation entre, mettons, 1900 et 1950, tout le monde sait lire et écrire, et puis une petite minorité de privilégiés font des études supérieures, et à ces privilèges sont associés des privilèges matériels, et vous avez une population homogène qui regarde vers le haut pour contester ou imiter. Et puis vous avez les progrès du secondaire et du supérieur, qui sont des progrès, mais qui, à partir du moment où ça s'arrête, je parlais du plafond de verre, va produire une société stratifiée d'une autre manière, et où les gens qui savent simplement lire et écrire, et qui quelquefois, on s'en rend compte, ont des difficultés, en fait. On a une carte des difficultés de lecture en France, mais ça a dû toujours exister, en fait, simplement avant on ne le mesurait pas, deviennent une minorité. Et donc si vous prenez les jeunes générations, bah, c'est ce que vous disiez, on a, mettons, on va avoir 45% de gens qui sont à un niveau éducatif, éducation supérieure, ce qui ne veut pas dire, là, maintenant, ça ne veut plus dire qu'ils ont des privilèges économiques, puisque les jeunes générations prennent tout dans la figure, en fait, en termes d'emploi et de baisse de revenus. Et puis en dessous, il y a une espèce de ce qu'on appelle les classes moyennes techniques dans le bouquin, qui sont à des niveaux intermédiaires, et puis les 10-12% d'en bas qui sont en difficulté. Une société stable comme ça produit ce regard inversé, on ne regarde plus vers le haut, à la limite, il n'y a plus de haut. On regarde vers le bas, et cette citation, c'est... je crois que les gens d'en haut, les jeunes d'en haut qui ont fait des études supérieures, ils ont même, c'est l'une des grandeurs de l'époque, ils regardent aussi à l'extérieur de la société. Au stade auquel je dirais que le jeune diplômé du supérieur, qui est confronté à une société assez gérontocratique quand même, et assez bloquée, mais qui a ce niveau éducatif, j'en parlais avec Chicago l'autre jour, qui s'inquiétait de la poussée du Front National et d'une éventuelle orientation de ces jeunes furibards vers le Front National. Je disais, non, ils ne vont pas voter le Front National. S'ils ne sont pas contents, ils vont avoir envie de se tirer au Canada ou en Australie. Ça s'appelle regarder vers le monde extérieur. Et puis, ceux du milieu regardent vers en bas, avec l'idée de rejeter, donc ça permet une sorte de confusion entre ceux d'en bas, les immigrés. Ça, c'est vraiment... Il y a des moments, on ne sait pas ce qui va se passer, on est dans l'inédit historique, donc ça peut bien tourner, mal tourner, on n'en sait rien. Maintenant, on est dans la ligne de front des sociétés les plus avancées, donc il n'y a personne, et puis toutes sont un peu paumées, mais les moments où je suis vraiment pessimiste, c'est quand je pense à cette stratification éducative, qui est en elle-même un verrouillage, et pour être sympa, je dirais, c'est bien plus grave que Hollande. Alors si on aborde les relations entre structure éducative et économie, vous nous dites les structures éducatives, elles sont faiblement élastiques parce qu'elles avancent et elles se modifient au rythme des générations successives, donc c'est des phénomènes qui sont très lents. Et vous nous dites actuellement, il y a une sorte de décrochage, de moins d'articulation, je ne sais pas quel est le terme juste, entre ces structures éducatives et la structure économique, la structure des emplois dans notre pays. Et vous me dites que c'est une des sources importantes des problèmes que vit notre pays aujourd'hui. Oui, tous les pays en fait. C'est-à-dire que la globalisation, moi je ne suis pas du tout hostile au phénomène de spécialisation économique dans le monde. Il en faut, ça donne des avantages, des coopérations, enfin un certain type d'efficacité. Mais si on entre dans un monde où, un monde où les activités économiques peuvent être réparties de façon aléatoire, changer à tout moment,
devrait être un monde infiniment élastique où les sociétés locales, régionales, nationales n'auraient pas d'existence propre et n'auraient pas de dynamique propre. Mais ça, c'est pas même la peine d'être anthropologue. La démographie la plus élémentaire, où chacun peut réfléchir là-dessus. C'est-à-dire que bon, alors je reconnais que le capitalisme financier, qui est dans le déséquilibre à la minute, est hors catégorie, etc. Mais même si vous vous placez du point de vue d'une grande entreprise, ou même d'un État qui serait simplement en train de penser en termes d'investissement à 5 ans, il est évident que le rythme de l'investissement démographique et éducatif est assez différent. C'est des investissements générationnels. Sur la grande incapacité des économistes, c'est à accepter l'idée qu'une économie, c'est des gens qui naissent, qui sont éduqués, qui s'éduquent et qui se mettent au travail. Donc quand arrive le moment de la mise au travail, c'est-à-dire de l'entrée dans le système économique, il y a déjà 20 à 25 ans qui sont passés de formation et on n'est pas dans un univers d'élasticité absolue. Et le drame, c'est que la seule élasticité absolue, c'est de commencer à se comporter comme si tous les acquis intellectuels et professionnels des gens n'avaient aucune valeur et de revenir, simplement de réutiliser les gens comme une sorte de main-d'œuvre servile, ne sachant à peu près rien faire de particulier. C'est vraiment... il me semble que dans le bouquin, il y a une expression assez simple et claire de ça. Hein. C'est vraiment... donc là... C'est la faillite de l'économie, des économismes et des politiques, des idéologies du libre-échange, etc., qui font comme... qui ne voient pas le mouvement des populations, le rythme des familles, le rythme de la production d'enfants. On est au minimum sur des cycles de 20 ans. Et une fois et quand on a une population, et c'est des dynamiques autonomes, c'est-à-dire que les gens, quand on a des enfants, en général, on ne sait pas trop pourquoi on a des enfants, c'est un grand mystère. Il y a un Japonais me demandait un jour, les Japonais s'inquiètent beaucoup de leur basse fécondité, un Japonais me demandait l'explication de la fécondité de la France, 2 enfants par femme. Donc là, je n'étais pas dans les explications techniques, mais je lui disais, vous avez combien d'enfants? Il me dit 2. Alors je lui dis, pourquoi? Il me dit, je ne sais pas. Je lui dis, si vous ne savez pas pour vous, hein, vous pensez que ça va être facile pour l'ensemble de la population. Mais on est dans un truc métaphysique assez profond, assez important, le sens de la vie, toujours un problème, le sens de la vie. Et alors l'énergie qu'on met dans l'éducation de ces enfants, l'attention qu'on y prête, se mélangeant au problème de divorce, pas divorce, etc. Tout ça est une logique tellement autonome par rapport à l'économie, et je dirais tellement légitimement autonome. C'est-à-dire que, le problème de la logique de la globalisation, qui est la logique des élites françaises, c'est de faire comme si ce qui était légitime, c'était l'ajustement au marché mondial. Et donc il faut aller jusqu'au bout, parce que eux, ils veulent croire qu'il s'agit de simplement s'ajuster au niveau de l'économie. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que derrière, ce qui est exigé, c'est un ajustement de toute la vie. Et au bout, on arrive à ce discours, il faut être allemand. C'est implicite, mais ils ne veulent pas admettre que faire comme les Allemands, avec ses succès économiques à l'exportation, ça n'est pas juste être super bon pour fabriquer des BMW. C'est juste, c'est aussi avoir 1,4 enfants par femme, plus de 30% moins d'enfants, etc. C'est avoir des femmes qui ne peuvent pas avoir des compatibilités de carte. Un autre monde qui a son autonomie, sa vie. Je ne suis pas du tout en train de dire que, les Allemands ont l'air très contents comme ça, c'est très bien. Mais c'est un autre monde dont il faut aussi admettre l'existence. Alors, si on revient un petit peu sur le rôle des structures anthropologiques par rapport à l'éducation, quel est le rôle de ces structures anthropologiques sur le niveau d'éducation? Vous montrez qu'il y a une poussée éducative qui est différenciée géographiquement en fonction de l'influence de telle ou telle structure anthropologique. Alors, on a un certain nombre de cartes sur le niveau d'alphabétisation, le niveau de bac en 70 et en 1995,
Les études supérieures également. Vous nous dites que là aussi c'est le rôle du... je ne sais pas si c'est la revanche des jésuites, mais c'est le catholicisme zombie favorise les études supérieures. Je peux faire le modèle très simple parce que c'est absolument central dans la logique du livre. Hein. Le bouquin part, il fait le tableau familial, et puis ensuite il y a cette histoire de décollage éducatif, puisque pour moi le mouvement d'éducation est tout à fait autonome et premier par rapport à l'économie. Hein. Donc c'est avant, c'est étudié avant. Et vous voyez, on était parti vraiment avec Hervé, on n'avait pas d'a priori. Enfin, on pensait on avait même plutôt l'idée qu'on allait faire le constat d'une disparition des cultures régionales. Et c'est pas juste que on a vu subsister les cultures régionales, c'est qu'on a vu la modernité même guidée par les cultures régionales. Donc par exemple, vous prenez l'histoire du niveau éducatif de la France. Vous partez, ce qu'on voit entre 1820 ou même 17e siècle jusqu'à 1905, mettons 1930, vous avez une France du Nord, vous voyez ça en fait. Vous voyez une famille des régions nucléaires collées à la partie la plus avancée de l'Europe, en fait pas trop loin du monde protestant, avec une énorme avance éducative, mais cette avance éducative c'est simplement lire, écrire, compter. C'est l'instruction primaire. Et puis ensuite, dans une deuxième phase, ça c'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez une poussée de l'éducation secondaire, oui, ça va être la carte qui pour moi est à gauche, là, qui doit être ça. Donc si on fait une carte du baccalauréat vers 1982, c'est ce qu'on va trouver. Donc là, on voit une poussée d'occitaniste, et la Bretagne, particulièrement du Finistère, la région parisienne concentre beaucoup de bacheliers, mais aussi en partie par immigration de bacheliers, c'est pas tout de la production locale, si on peut dire. Enfin, moi, j'ai eu mon bac là-bas quand même, je dois être dedans. Et bac 68, ils vont rien. Bon, ça, je suis pas... quand même. Bien, oui, pas que. Bon, régression. Mais on voit la famille souche au sud. On voit la famille souche. Hein. Et puis ce qu'on commence à voir apparaître dans la poussée suivante, c'est qu'on commence à voir, il y a toujours les toits noirs de la région parisienne, mais c'est que, par étapes, on voit apparaître le dernier étage de la fusée, on voit apparaître la marque du catholicisme dans les régions. Et là, ça doit être, si mes souvenirs sont exacts, c'est la carte des gosses qui vont au-delà du bac, l'éducation supérieure. Et là, on commence vraiment à voir la marque très clairement, région parisienne exceptée, du catholicisme qui vient de disparaître, avec ses bastions caractéristiques à l'ouest, à l'est, sur la région Rhône-Alpes. Et donc là, pour nous, c'était tout à fait déterminant, parce que c'est pas des cartes de résidus de quelque chose qui restent. C'est ce qui vient d'apparaître, en fait. Alors, ce que je propose maintenant, c'est de passer aux questions économiques, notamment la question de l'industrialisation ou désindustrialisation de la France. Alors, il y a une carte absolument effroyable sur le niveau je suis content que je peux parler de cette carte tout de suite. Oui, allez-y. Bon, je pense que vous êtes témoin que j'ai attribué à Lebras ce merveilleux chapitre que je fais un effort pour ne pas prendre pour moi un truc intéressant. Et là, cette carte, c'est moi que j'en suis fier. Parce que Hervé est arrivé avec deux cartes. C'est un cartographe extraordinaire, Lebras. Il fait tout lui seul. Hein. Il est démographe, il est tout ce qu'on veut, mais c'est un cartographe informatique tout à fait extraordinaire, il fait tous ses programmes tout seul, et en plus il fait ça comme un artiste. Et là, il avait fait deux cartes, il avait changé l'échelle des peintres, donc en fait, ça se ressemblait pas mal. Je lui ai dit, non mais tu déconnes, fais-les à la même échelle, tu vas voir ce qui sort. Et ce qui sort, c'est une carte d'horreur, et qui apparemment, dont je vois avec plaisir, qu'elle horrifie absolument tout le monde. Si on part d'une industrie centrée, comme l'alphabétisation d'ailleurs, on voit l'influence de l'Europe. Moi je ne dis pas que l'Europe était importante dans le développement de la France. Les régions de diffusion de familles nucléaires où les choses, je peux dire, donc on est une industrie centrée sur le nord-est, et puis ensuite on a l'impression d'une attaque thermonucléaire, et on a des résidus. Mais je crois que le plus grave et le plus intéressant dans cette carte, pour moi, le plus spectaculaire, c'est si vous regardez la carte qui est en haut à gauche,
vous voyez, ce à quoi on ne pense plus, c'est que dans le Midi, il y a eu une industrie. C'est-à-dire, vous voyez une longue bande, qui n'est pas hyper industrielle, mais il y a de l'industrie. De la Provence jusqu'au Pays Basque, hein, et à travers... hein, vous voyez, on voit ça. Et si vous prenez la deuxième carte, vous voyez qu'on est passé à rien. C'est-à-dire, et d'ailleurs, ça a ramené une carte encore plus ancienne. C'est-à-dire que l'industrie avait fini par être quelque chose qui était un peu commun à tout le territoire. Et à la fin, il y a une sorte de révision, et on voit réapparaître la région de famille souche du Midi, d'une certaine manière, mais en désindustrialisation. Alors ça va quand même vous expliquer beaucoup, ou une partie des problèmes de la région marseillaise, de la place particulière du Front National dans le Midi. C'est ça qui m'a le plus surpris, moi, dans ce travail cartographique. Alors, ce que vous nous dites aussi, ce qui est très important, c'est que ces régions qui sont en voie de désindustrialisation, qui sont au cœur d'une industrie historique et qui sont en grande difficulté, Florent, j'en ai une illustration, c'est que c'est aussi la France qui continue à exporter, qui essaye de continuer à exporter et qui contribue à la balance commerciale française. C'est le poumon exportateur français qui est en train de disparaître. Ah bah c'est ce qu'on va vivre, c'est-à-dire qu'on a eu... on a une gestion insensée de l'économie nationale, la politique du franc fort, puis la monnaie unique, et qui aboutit... et c'est un processus très lent, c'est ça qui est très angoissant, c'est qu'on a abouti à une désindustrialisation, et oui, j'ai quelque part dans le livre, une petite carte au niveau des régions, hein, des régions qui comptent encore dans l'exportation en France, et on voit une partie de ces régions sont simplement les régions de vieille industrie. Ce qui suggère que quand on sera mort, on sera mort. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on nous présente toujours, on nous présente des types à Florange ou dans une usine de pneus du côté d'Amiens. Moi, je regarde même plus tellement ça. C'est pas par indifférence, je suis révolté, mais je ne veux pas. Et tout ça, tous ces gens sont présentés comme un passé dont nous devons, avec tristesse, faire l'abandon. Mais l'abandon de ce passé, c'est la marche de la modernité. Pas du tout, c'est ce qui nous reste d'exportation. Et quand tout ça sera mort, on n'aura plus rien. Et on est déjà en déficit commercial. Donc en fait, c'est quand on laisse simplement tout ça fermer, sans le sauver, sans changer de politique monétaire, etc., en fait, c'est notre avenir. Tout concourt au bien-être national, les services publics produisent de la valeur, de la richesse, contrairement à ce qu'on nous dit. Mais quand même, au final, pour que l'économie nationale, pour que le pays ne s'appauvrisse pas, il faut équilibrer ses comptes extérieurs. On a tous les droits en économie, mais on n'a pas le droit de rester en déficit, parce qu'il y a un jour, on se retrouve comme l'Espagne, on se retrouve en chute libre du niveau de vie. Et c'est vraiment... sur ce point, je dois dire, Montebourg est pas mal. Enfin, il a compris quelque chose. Si l'on reste sur les questions économiques, il faudrait qu'on aborde maintenant la question des inégalités économiques. Alors, vous nous dites qu'il y a un indicateur, le coefficient de Gini, qui est utilisé notamment par l'OCDE, donc c'est un indicateur international. Le coefficient de Gini, c'est la part de richesse nationale qui est monopolisée par les 10% les plus riches par rapport aux 10% les plus pauvres. On dit c'est un indicateur. Ça prend, c'est pas juste. Alors oui. Oui, non, je ne l'ai pas en tête, mais ça va résumer toute la distribution, pas simplement les 10%. Pas que les extrêmes. C'est un peu plus compliqué. Et vous nous dites, alors ce qui est intéressant, c'est pas avoir le nez sur le coefficient de Gini, il faut aussi utiliser les travaux de Piketty. Ouais. Et vous nous dites, les 10% les plus riches, il faut regarder à l'intérieur des 10% les plus riches. Ouais. En fait, ceux qui monopolisent, c'est pas vraiment les 10% les plus riches, c'est les 1% dans les 10% les plus riches, et même les 0,1% dans les 10% les plus riches. Voilà. Non, mais tout est important en fait. Mais si vous voulez, la grande erreur, ça serait de penser qu'il y a, quand on dit les inégalités augmentent, il n'y a pas une seule distribution des revenus, il n'y a pas une seule échelle des inégalités. Il y a des distributions complexes qui varient selon les pays. Et donc si vous mettez aux États-Unis, qui est le pays où les inégalités ont le plus augmenté, vous allez avoir une fragmentation assez continue, en fait, une sorte d'écart. Et l'une des bizarreries sympathiques de la France,
c'est que, je résume, hein, parce qu'on ne peut pas non plus, si j'étais dans une salle de classe avec un tableau, j'essaierais de faire mieux, mais là ça va être difficile, c'est l'OCDE admet, l'OCDE fait du travail utile, hein, mais c'est quand même des valets du grand capital, pour parler raisonnablement. Je n'entends pas de réaction dans la salle. Oui, c'était très bien, je suis très content, donc nous sommes d'accord. Donc c'est des mecs qui ne veulent pas d'histoire, et ils ne parlent pas trop des 1% d'en haut, des 0,1% d'en haut. Donc en fait, eux, ils mesurent, ils sont très intéressés par les 10% d'en haut. C'est ce qu'on appelle, c'est pas moyen, c'est supérieur, mais c'est ce qu'on a tendance à appeler les classes moyennes en fait. En fait, c'est les classes moyennes supérieures, c'est des gens qui gagnent, c'est des gens comme moi en fait. Voilà, c'est des gens qui gagnent bien leur vie, qui sont des privilégiés, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est des cadres reçus, des trucs comme ça, mais c'est pas des grands bourgeois richissimes, c'est pas ça. Et donc, l'étude des inégalités par l'OCDE, c'est beaucoup opposer ces gens-là aux gens en dessous. Et on ne parle pas trop des véritables super riches qui sont le problème dans le monde maintenant, beaucoup plus. Alors, l'une des particularités de la France, et c'est pour ça que la France énerve terriblement les valets du capital, c'est que ce qu'on a vu dans la dernière période, la France est le pays qui a le mieux résisté à la montée des inégalités, telle que mesurée par l'OCDE, 10%. Et quand même, ce qu'ont montré les études de Piketty, qui lui s'intéresse avec une efficace cruauté au 1% d'en haut, au 0,1% d'en haut, c'est que la pellicule supérieure s'est quand même détachée en France. Mais ça crée une situation d'instabilité sociopolitique potentielle quand même. Parce qu'en fait, ça veut dire que les 10% classe moyenne supérieure n'ont pas acquis d'avantages notables par rapport au gros de la société. C'est-à-dire qu'en fait, la cohésion globale de la société française n'a pas baissé. C'est difficile que ça soit comme ça. Et puis il y a les autres, au contraire, qui sortent. Puis là, quand on voit ça, on se dit, mais ils tordent le cou pour se le faire couper. Vous voyez, alors, tant qu'on est sur les